3 nouveaux films sont sortis cette semaine et je pense que vous allez tous les apprécier. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de 3 films qui sont vraiment tous sortis cette semaine en salle en France, je précise. 3 films fondamentalement différents, 3 films que moi j'attendais beaucoup. Pour le coup, je vais être honnête, je vais pas les spoiler. Je pourrais en parler en spoiler, mais je pense pas que ces films en ont fondamentalement besoin. Je pense qu'ils sont assez droits au but et je pense que même s'il y a des choses à analyser intéressantes, je vais le faire sans spoiler pour vous motiver à aller voir ces films. Je compte sur vous pour mettre votre avis dans les commentaires les concernant. Je vais y aller par ordre de préférence, mais vous allez voir et je pense que vous allez tous les kiffer en fonction du genre de film que vous aimez d'habitude. Mais je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Le premier film dont j'ai envie de parler s'appelle Creation of the Gods Demon Force, qui est le grand blockbuster chinois en mode Seigneur des Anneaux, qui raconte la guerre épique entre plusieurs royaumes avec de grandes armées et des divinités. On plonge dans la mythologie chinoise comme jamais auparavant. Creation of the Gods 2, du coup Demon Force. Alors, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas besoin de voir le premier pour voir le deuxième. D'ailleurs, moi j'ai vu le premier à la maison il y a un an déjà, parce que je crois qu'il était même pas sorti en salle le premier, ou peut-être il y avait genre, vous savez, une sorte de week-end exceptionnel. Et ouais, j'ai kiffé. En gros, pour faire simple, imaginez genre le Seigneur des Anneaux, mais avec la mythologie chinoise. N'allez pas chercher l'ambiance Seigneur des Anneaux, hein, le délire celtique, Nouvelle-Zélande et tout. Non, là c'est vraiment en mode grosse bataille, action, mythologie chinoise, de contes hyper connus de la Chine. Et moi j'y connais rien en mythologie chinoise, mais c'est vrai qu'il y a plein de figures que vous reconnaissez par exemple. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ce gros blockbuster chinois, comme fait la Chine depuis maintenant plus de 20 ans, qui a une ambition d'être épique, de raconter la création d'une nation, de la guerre entre plusieurs peuples. Et il y aura du coup plein de guerres de une, genre d'action, plein de politique, et en même temps plein de choses épiques et grandioses en mode effets spéciaux. Et je vais parler de ça. Alors oui, des effets spéciaux, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas au niveau d'Hollywood. Mais attention, parce qu'il y a Hollywood et Hollywood. C'est-à-dire que si vous parlez de Captain America, ouais, Creation of the Gods, c'est plus impressionnant. Mais si vous parlez d'Avatar, on n'est pas là. C'est normal, c'est pas les mêmes budgets et tout. Même si les effets spéciaux sont pas parfaits et parfois ça fait un peu cheap, je vous dis un truc tout simplement que moi j'admire beaucoup par rapport au film, c'est que même s'ils ont pas toujours les moyens pour faire le truc le plus photoréaliste et dingue, les choses qu'ils font avec les effets spéciaux, genre les situations qu'ils créent, les moments dingues qu'ils arrivent à faire, compensent fortement. Vous savez, il y a des films américains, et c'est pour ça que je dis qu'Hollywood devrait flipper, qui sont moches et en plus l'action est nulle. Là, il y a peut-être des séquences qui sont peut-être un peu laides et ça pue le studio. Soyons honnêtes, le film pue le studio durant tout le film. Les deux films d'ailleurs. Mais vu que c'est tellement stylisé, vu qu'il y a une direction artistique tellement prononcée et vu qu'ils font des trucs un peu fous, qui se rapprochent un peu du cliché du film chinois avec de l'action irréalisable, ça compense vraiment les choses et ça rend un truc qui est divertissant. Donc je sais pas, je prends un exemple dans le deuxième film, il y a une séquence où il y a deux personnes à cheval qui se battent respectivement sur leurs chevaux au bord d'un précipice. Oui, la photo est pas toujours très exact et tu vois que c'est clairement en studio, mais c'est tellement fun comme scène d'action. Ils ont tellement réussi à faire une chorégraphie intéressante sur les deux à cheval et tout, que ça compense. Et le film, c'est que ça, c'est que d'énormes séquences folles, avec des dieux, avec des batailles, avec plein de trucs de partout, tout ça avec des personnages, une intrigue politique qui rend vraiment bien. D'ailleurs, il y a 3 scènes post-génériques, faut rester jusqu'à la toute fin, et c'est des scènes qui sont essentielles à l'histoire. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça en scène post-générique, parce que c'est vraiment essentiel pour la suite, parce qu'à la base, c'est une trilogie. Là, le premier est sorti l'année dernière, le deuxième est sorti là cette semaine en France, et le troisième sortira peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans en France, j'en sais rien. Mais honnêtement, si vous en avez un peu marre d'Hollywood, qui arrive plus à retrouver ce souffle épique dans plein d'œuvres, qui arrive plus à vous faire un peu rêver avec des choses un peu nouvelles et vous êtes plus dépaysé, Creation of the Gods, c'est une belle porte d'entrée, mine de rien. Je dis pas que c'est excellent, je dis pas que c'est des grands films. Alors c'est en termes d'échelle, mais c'est satisfaisant. C'est ça qu'ils ont réussi à faire. Ils ont réussi à rendre chaque séquence satisfaisante. Ils se foutent pas de la gueule du spectateur. Ils arrivent à créer de l'émotion aussi dans beaucoup de scènes. Il y a même une sorte d'histoire d'amour impossible dans celui-ci. Et même si je comprends pas grand chose du film à plein de moments différents alors que j'ai vu le premier, c'est parce qu'en fait c'est la mythologie chinoise et il y a des trucs que je connais pas. Mais pour eux, ça doit être genre l'équivalent d'Avengers Endgame, tu vois, à la fin avec le portail. Mais il y a des moments comme ça, il y a une sorte de souffle épique et tu dis putain, en fait, les gens qui connaissent, ils doivent être à fond dedans, quoi. J'arrive à respecter ça parce que ça fait plaisir de voir des gros divertissements qui se prennent au sérieux, mais qui tentent des trucs, même si c'est perfectible. Au moins en termes de mise en scène, il y a cette largeur, il y a cette échelle qui explose pour te donner un truc épique. Et je dirais pas que c'est full action, mais presque. Et il y a des séquences assez surprenantes. Accepter quelques effets spéciaux peut-être un peu discutables, mais encore une fois, la direction artistique compense. Et je trouve qu'en termes d'immersion, on est plongé dans l'univers, un univers de fantasy, mais qui reprend beaucoup des lieux de la Chine. On est plongé dans la mythologie, même si tu y connais rien, et c'est ça qui fait vraiment plaisir. Honnêtement, vous allez apprécier les personnages, vous allez comprendre les enjeux, la mise en scène tente plein de trucs à chaque fois. C'est un film à voir sur grand écran. Si vous voulez regarder le premier, d'abord chez vous, il doit être disponible. Le deuxième, vous pouvez aller le voir en salle, mais essayez de le voir en salle. Pourquoi? Parce que le premier, par exemple, le début du premier, vous allez prendre une claque. Genre les 20 premières minutes du premier film, c'est quelque chose. Limite, allez voir le deuxième en salle, puis regarder le premier à la maison, vous allez pas être perdu. Le
deuxième explique très bien ce qui se passe dans le premier, ça va pas non plus vous gâcher le fait de revoir le premier. Bref, si vous aimez l'action jouissive, satisfaisante, fun, imparfaite, mais qui est vraiment bon délire, je pense que vous allez beaucoup aimer celui-ci. Ensuite, j'avais vraiment du mal à départager ces deux films parce que je les ai vraiment aimés de manière différente et pour différentes raisons. Mais je vais quand même choisir en deuxième film à conseiller A Real Pain, qui raconte l'histoire de deux cousins juifs qui décident de retourner en Pologne lors d'un voyage touristique afin de reconnecter avec leurs racines juives polonaises qui ont survécu la Seconde Guerre mondiale. C'est via ce road trip introspectif qu'ils vont découvrir une nouvelle facette d'eux-mêmes. A Real Pain, c'est un film que moi j'attendais beaucoup parce qu'il a été annoncé il y a longtemps et moi j'attendais pour une simple bonne raison parce que ça a été tourné en Pologne et moi je suis pas allé en Pologne depuis mon Erasmus il y a bientôt 6 ans et je voulais un peu revivre le fait de voir des gens aller en Pologne et découvrir le pays. C'est ce que je pensais que le film allait être un petit peu, c'est pas du tout ça au final, même si évidemment ils ont filmé en Pologne et c'est magnifique, je trouve que la Pologne c'est l'un des plus beaux pays d'Europe. Moi qui ai vu quasiment tout le pays, j'avais passé un excellent moment cette année-là. Mais tout ça pour vous dire que je l'attendais pour ça et au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, parce que le film a été annoncé il y a quelques années déjà, il a commencé à avoir un petit buzz à Oscar. Et c'est donc Jesse Eisenberg qui réalise et je suis assez étonné parce qu'il réalise, il scénarise, c'est sa première réalisation, son premier scénario si je dis pas de bêtises et il joue dedans en tant que rôle principal, même si là il y a débat, je pense que le rôle principal c'est plutôt Kieran Culkin, mais bref. Et ce qui est intéressant c'est justement la manière dont il a utilisé lui-même sa culture, ses racines, pour parler d'une histoire qu'il connaît, donc tu vois que c'est vraiment personnel, qu'il a investi et qu'il y a un vrai devoir de mémoire de une, mais c'est un mélange de deux choses que je trouve fascinantes. Même si moi j'ai adoré revoir la Pologne, à quel point c'était mis en avant de manière sublime et magnifique, c'est encore une fois un pays formidable, vous devez y aller. Ce qui est fort c'est le parallèle entre deux choses. Le titre du film qui s'appelle donc A Real Pain, qui fait référence à la douleur de la communauté juive européenne après la Seconde Guerre mondiale, la communauté qui a immigré, qui a changé, qui a évolué et qui reste de manière légitime traumatisée par ces événements-là. Et donc c'est ce travail de mémoire qu'il faut faire pour ne jamais oublier ses racines et l'atrocité européenne. Et moi c'est toujours un sujet qui m'a beaucoup touché parce que je pense que c'est peut-être la plus grosse défaite humaine qu'on ait connue sur notre continent, ce qui s'est passé avec la Shoah, l'Holocauste, la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais atteint un point aussi bas dans notre culture européenne. On n'a jamais fait pire que ça et c'est pour ça que je pense que c'est important de toujours s'en rappeler et c'est pour ça que je dirais toujours dans ma vie qu'il faudra jamais arrêter d'avoir des histoires de Seconde Guerre mondiale, de l'Holocauste et toutes ces choses-là. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait à tout jamais exister parce que c'est important et avec le temps, plus on va s'éloigner de cette époque, plus on va oublier ce qui s'est passé et l'atrocité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi quand j'ai vécu en Pologne. Il y a des restes de ça dans tout le pays, surtout quand tu vas visiter des camps, ça c'est un autre débat. Du coup, il y a un sujet qui est hyper pertinent, je trouve, sur cette douleur-là, qui limite est héréditaire, qui a été transmise, même si eux ont vécu plus ou moins avec de l'argent aux États-Unis, ces deux cousins. Ensuite, il y a la douleur personnelle de ces personnes-là qui sont dans ce voyage introspectif. Jesse Eisenberg, qui lui a un enfant, une femme, un bon travail, et qui, avec tout ça, ressent une sorte de jalousie et mal-être par rapport à son cousin qui, lui, n'a pas de travail, vit dans la cave de sa grand-mère récemment décédée, c'est elle qui était juive, justement, qui a vécu le traumatisme de la guerre, mais qui est plus à l'aise, qui est moins anxieux, qui est plus heureux, entre guillemets, dans la vie heureux. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez que c'est pas exactement ça, mais qui illumine, au fait, lorsqu'il parle à quelqu'un. Il y a un côté très extraverti qui rend jaloux le personnage de Jesse Eisenberg, qui lui est plus anxieux, plus introverti, et du coup, il y a une sorte de jalousie qui se crée, et en même temps un amour et une haine, et c'est ça qui est beau, c'est le parallèle entre les deux, ces deux gens-là, qui sont fondamentalement traumatisés de différentes manières, et vivent leur traumatisme différemment, et la douleur, elle est là. Essayez de comprendre pourquoi le personnage de Kieran Culkin, surtout, souffre, et que raconte le film sur lui, est-ce qu'il est vraiment heureux ou pas, je vais pas trop en révéler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement comment il a mélangé le drame culturel et humain de l'Europe et des Juifs à ce trait de personnage qui est fascinant. Honnêtement, moi je voulais chialer tout le film, c'est un film qui est entre guillemets presque fait pour moi, je suis pas juif, mais j'ai ressenti beaucoup d'émotions par rapport à ce qui a été vécu et par rapport à comment le film porterait ça. C'est pas un film qui est fondamentalement mis en scène d'une manière extravagante, où il n'y a pas des idées de malade, il se repose beaucoup sur ses acteurs, justement. Et je pense que c'est pour ça qu'Aaron Culkin, même si je vais être honnête avec vous, il mérite de gagner l'Oscar aussi, mais il fait quand même beaucoup de Roman Roy. Pour ceux qui ont vu Succession, il fait beaucoup de ça. Donc moi, fan de Succession, j'ai vu une sorte de prolongement de Roman Roy parce qu'il a un peu les mêmes traits. La différence, c'est que le personnage de A Real Pain déteste les riches. Il en parle d'ailleurs assez souvent. Il y a une haine un peu lui, un peu anti-système qui est intéressante. Mais Roman Roy, c'est un peu ça aussi. Bref, c'est un autre débat. Regardez Succession, c'est incroyable. Je pense que c'est un peu facile de lui donner l'Oscar alors qu'il fait un truc qu'il sait très bien faire. Mais après bon, c'est pas un argument, je trouve, ce que je viens de dire. C'est un point positif pour le film. Mais pour les Oscars, c'est vrai que je suis un peu mitigé parce que le mec est excellent. Il arrive à la fois, comme je vous l'ai dit, à illuminer une pièce et en même temps à avoir ce désespoir dans ses yeux, mais en même temps la lumière. C'est très particulier, donc je trouve qu'il joue très bien. Il est excellent, mais je l'ai déjà vu jouer ça en fait. C'est ça mon petit regret. Je le connais. Il a joué ça pendant 4 saisons et il a joué à la perfection. C'est ma seule critique entre guillemets. Le voyez pas comme un point négatif pour le film par rapport aux Oscars, mais je pense que le film aurait mérité d'être nommé dans la catégorie meilleur film. Je pense que c'est un beau film qui est important, qui est touchant, qui joue beaucoup sur les acteurs, sur leurs interactions, leur alchimie. Il y a un amour pour la culture polonaise, juive, pour
leur famille, ils ont plein de scènes hyper touchantes entre les deux. Ça fait partie de ces films que je vais acheter en Blu-ray qui est super beau et qui est à la fois introspectif et magnifique, et A Real Pain, c'est bien. Je pense qu'avec le temps, je l'apprécierai de plus en plus. Et pour parler du film que j'ai le plus aimé de cette vidéo, c'était pas facile à choisir encore une fois entre les deux. Queer raconte l'histoire d'un homme homosexuel qui drague chaque soir une nouvelle personne, un nouvel amant pour passer la nuit avec lui, et généralement cet amant est plus jeune que lui. Sauf que sa vie va basculer lorsqu'il va être un peu frappé par la beauté d'un homme qu'il va essayer de s'accaparer comme il peut. Queer, c'est un film intéressant parce que je l'attendais beaucoup pour plusieurs raisons. Premièrement, Luca Guadagnino, il a prouvé ces dernières décennies que c'est l'un des meilleurs réals en activité, je le pense. C'est un film très différent de Challengers. Pour ceux qui se posent des questions, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout le même délire, rien à voir. Et d'ailleurs, c'est aussi scénarisé par Justin Krowitz qui a écrit aussi Challengers. Donc deuxième collaboration et deuxième scénario tout court, je crois, pour lui. C'est un film qui est adapté d'un bouquin qui s'appelle aussi Queer de Williams-Borough, que moi je connaissais pas vraiment. Alors je sais qu'il a fait un livre qui a été adapté par Cronenberg que j'ai pas vu pour le coup. Et on m'a expliqué que du coup Queer, c'est une sorte de livre autobiographique sur l'auteur. Et quand je suis allé voir la photo de l'auteur, qui ressemble à ça, et quand j'ai vu le film, j'ai compris. Et c'est un film qui est fascinant parce que même si ça se passe au Mexique dans les années 50-60, c'est post-guerre, disons, je sais plus c'est quelle décennie exactement. Ce qui est intéressant, c'est que visuellement, on dirait un film italien de la même époque. Genre pas du tout Amérique latine, mais italien, parce qu'en fait, c'est filmé à Cinecittà, à Rome. Et ça se voit, parce qu'en fait, il y a rien de vrai. Tous les décors font un peu presque pastel ou très faux, mais volontairement. Il y a un côté presque fantaisiste, presque quête spirituelle, un peu imagé avec les décors. Donc il y a ce délire Cinecittà qui est fascinant. Et en même temps, il y a ce truc où on dirait le Mexique, mais la Sicile en même temps. Et je me pose des questions s'ils n'ont pas aussi filmé en Sicile, parce que du coup, Luca Guadagnino est sicilien. Et je pense qu'il y a des séquences en extérieur qui devraient être filmées en Sicile. Mais en tout cas, ça fait très studio. Mais il y a un côté très fantastique au fait que ça fasse studio. L'une des meilleures séquences du film, c'est la séquence avec Nirvana. Donc c'est un anachronisme musical, mais on s'en fout, hein, c'est un film. Qui est l'un des meilleurs needle drop, je trouve, moi, de l'année. D'ailleurs, je suis assez étonné qu'il n'ait aucune nomination à aucun Oscar ni rien, parce que c'est typiquement le genre de film à Oscar. Mais ce qui est fascinant, c'est que tu dis, ok, c'est une sorte de romance gay entre deux hommes, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est un film introspectif sur un homme qui est complètement perdu. Tu vois, il a la cinquantaine, Daniel Craig, son personnage en tout cas. Il sait pas quoi faire de sa vie, et tous les jours, il fait deux choses: boire et draguer des mecs. Et il y a un moment, il sent un peu vide. Et du coup, lorsqu'il trouve ce mec, qui étonnamment lui ressemble, même coiffure, même lunettes, mais plus jeune que lui, ça crée un truc introspectif qui est fascinant parce que t'as l'impression qu'il essaie de retomber amoureux de lui-même quand il était plus jeune. Et tout le but du film, ça sera lui qui va essayer de s'accepter et un miroir vers son âme. Alors, c'est pas un terme que j'ai utilisé par hasard, c'est un terme qui est utilisé dans le film. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que c'est un film introspectif qui mélange à la fois ce côté chasse, romantique, presque prédateur des relations amoureuses, homosexuelles ou pas d'ailleurs, en même temps le côté addiction aux drogues pour retrouver du confort. D'ailleurs, il y a un tuto pour comment prendre de l'héroïne dans le film. Why not, hein? Mais ça montre un processus intéressant et en même temps, il y a une sorte de road trip à travers l'Amérique latine en quête d'introspection littéralement. Parce qu'à un moment, ils vont chercher une drogue pour s'introspecter. Je vais pas aller dans les détails, mais c'est un peu ça le but du film, c'est utiliser plein d'éléments différents de la vie de quelqu'un qui vont refléter son existence. Il y a plein de petites séquences où tu dis, ok, ça lui fait penser au personnage de Daniel Craig, lui plus jeune, ou ce qu'il aurait aimé faire, ou ce qu'il aurait aimé être. Et t'as tous ces petits moments-là, genre la première heure de film, c'est que la chasse. Et du coup, tu te demandes vraiment si la chasse, ça va finir en une sorte de crime passionnel, en une sorte de romance éternelle. Tu te poses plein de questions sur comment le film va continuer, dans quelle direction il va aller, et j'ai trouvé ça vachement bien. Parce qu'en fait, il a réussi à mettre au centre du récit le personnage principal, le faire refléter littéralement dans plein de séquences très psychédéliques aussi, si je puis me permettre. Ça m'a fait penser à certains moments à Eraserhead, que j'ai revu il y a quelques semaines. C'est un film qui est pas pour tout le monde, je pense, celui-ci, parce que même si ça commence comme une romance gay, ça va très loin, et ça va très loin dans l'introspectif, mais c'est beau, c'est doux, c'est touchant, c'est fort, c'est mémorable visuellement, et c'est cool qu'il ait réussi, enfin Luca par exemple, Guadagnino, d'avoir une sorte de aspect très à la fois charnel, mais doux, contemplatif, explorateur des sentiments humains, mais aussi de regrets, des relations qui se brisent, tout ça dans la psychologie d'un homme. J'ai trouvé le film qui avançait de plus en plus dans une direction inattendue, surprenante, assez touchant, assez beau, et je trouve que la fin est magnifique. Il y a un plan de fin, l'un des plans de la fin, que j'ai trouvé à la fois d'une douceur et d'une tristesse et incroyable. C'est un plan sur des pieds, j'en dirai pas plus, qui m'a un peu brisé, j'ai trouvé ça vraiment splendide. Et j'aime beaucoup comment il joue sur ça tout le film. Je sais pas si c'est le genre de film que j'ai envie de revoir tout de suite, mais il y a une vraie vibe où je comprends pas pourquoi le film n'a pas été plus apprécié que ça, n'a pas été plus adoré que ça, parce qu'il y a des vraies séquences. Meilleur réal, il aurait dû être nommé d'après moi. Meilleur scénario, pareil. Meilleurs acteurs, les deux. Hein. Daniel Craig, phénoménal. Drew Starkey, génial aussi, je l'adore. Ils ont une alchimie qui est folle, et en même temps une relation presque transactionnelle. Il y a beaucoup de couches à ce qui se passe dans le film, et c'est ça qui est beau.
beau et touchant. Et ouais, c'était vachement bien. Pas pour tout le monde encore une fois, ça va déplaire à beaucoup de personnes. Mais si vous voulez voir à la fois une histoire d'amour existentielle, profonde, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a du sexe aussi, hein, je précise. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça dans les films, mais il y en a. Et il y en a de manière assez graphique, je vais pas vous mentir. Et en même temps tragique sur l'humain, sur ce qu'il devient, représente. Bah ouais, c'est génial de ce point de vue-là. Si vous voulez sortir un peu déprimé de votre existence à la fin, les deux films que je viens de vous conseiller là, ils sont bien pour le coup. Je ne peux que vous conseiller ces trois films que je pense que vous allez tous aimer pour des raisons différentes. Ils valent clairement le détour. Donc honnêtement, n'hésitez pas à vous faire kiffer avec. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces films. Les avez-vous adorés ou détestés? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats courts ou des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.